Donc j'adorais vraiment la musique et l'opéra, mais jamais au point d'imaginer que je pourrais être un ténor professionnel, d'aller moi-même sur la scène. S'imaginer après en vivre et voilà, c'est quoi la vie d'un chanteur d'opéra? Vraiment aucune idée, quoi. Et que ça se révèle au Burundi, c'est quand même un truc, un scénario tout à fait improbable. Hein. Le corps ne ment jamais. Ouais. Que le corps, alors que le mental, il peut chercher des solutions, le déni, la fuite, la création imaginaire, etc. Je perds ma voix et je crois mourir parce que j'étais tellement identifié au ténor, j'existais finalement qu'à travers ça, un peu solitaire. Le déclic, c'était tout d'un coup la prise de conscience dans ce studio parisien où je m'étais isolé. Je vais finir à la rue et crever là, je m'en sors pas. Mais c'était quoi ma joie de vivre d'enfant? Ouais. C'était quoi mes rêves d'enfant, la flamme de vie du petit Vincent que j'étais. C'était aussi, je m'aimais pas suffisamment, donc je me respectais pas suffisamment, et donc je respectais pas suffisamment ma voix. J'ai appris avec le temps à faire ça, donc ma voix était plus disponible. On a été partenaires, on était ensemble. C'est vraiment juste une joie énorme et en même temps calme, une joie paisible. Ce qui s'accomplit maintenant. J'ai été heureux de chaque sortie de livre, c'est un bébé. J'ai été heureux d'être ténor, c'était une expérience magnifique, extraordinaire. Et là, maintenant, je suis profondément heureux de me mettre au service du vivant grâce aux arbres et à la voix. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. J'ai découvert mon invité du jour grâce à un reportage sur lui diffusé sur France 5. Je me revois encore écouter son témoignage cet hiver en me disant « Oh, je rêve de l'interviewer ». Je me suis donc lancée et quel bonheur qu'il ait accepté. Vincent fait partie de ces personnes à la vie clairement mouvementée, mais qui a réussi à trouver une force intérieure pour avancer. Avant que je vous en dise plus sur Vincent, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Alors que Vincent a eu son bac à 16 ans et demi, la fac de maths n'était vraiment pas faite pour lui. Il fait donc un BTS pour devenir technicien forestier. Suite à une belle rencontre, il se rend compte qu'il a une voix de ténor. Il quitte donc son job pour se donner les moyens de son rêve, chanter à l'opéra. À 25 ans, il reprend donc ses études pour entrer au conservatoire. À force de travail et de talent, sa carrière de ténor le propulse dans des grands rôles de soliste, jusqu'à ce qu'un jour, il perde sa voix. Et là, s'ensuivra une descente aux enfers. Alors que Vincent était au RMI, il s'est rappelé ses rêves d'enfant et part au Canada. C'est ici que naîtra les randonnées lyriques. Plus de 10 ans après, Vincent est un homme serein qui a écrit 4 livres et qui vit ses passions. La forêt et le chant. Mais je ne vous en dirai pas plus. Bienvenue dans l'univers de Vincent Karch. Bonjour Vincent. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Oui, mais c'est une boussole un peu ancienne qui pour moi, elle est en cuivre. Elle représente la Terre en fait, le nord, le sud. Elle représente le magnétisme de la Terre, la matière de la Terre aussi. Et pour moi, c'est un objet qui représente aussi une forme de repère en faisant confiance, en ressentant le magnétisme de la Terre. C'est ne pas perdre le nord, c'est l'équilibre. Et c'est pour moi tellement revenir à l'énergie de la terre, au lien avec la terre-mère en fait. C'est ça que ça représente avec un objet où on trouve la bonne direction aussi d'une certaine manière. Voilà, ça représente plein de beaux symboles et surtout voilà, on revient avec la terre-mère et on écoute ses besoins et on la respecte, on l'aime. Elle vient d'où cette boussole ? Ça, c'est une boussole. Alors, elle vient d'où ? Elle n'a pas d'histoire particulière par rapport à ça. C'est une boussole que j'ai eu envie de me procurer. Voilà, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, simplement. Et c'est là dans mon salon et dans la pièce principale. Voilà, c'est un objet que j'aime bien mettre là. Ouais, elle est magnétique. Elle fait du bien à la pièce. Super. Et où est-ce que tu es né ?
Alors, je suis né en Lorraine, dans la Lorraine sidérurgique, en pleine vallée enfumée de hauts fourneaux et les aciéries, etc. Donc, et en même temps, un endroit très forestier. Ouais. La Lorraine, hein, c'est vraiment une région très forestière et voilà, j'étais tout le temps fourré en forêt pour plein de raisons différentes. J'aimais ça, j'aimais les arbres. Ouais, justement, quel petit garçon tu étais quand tu étais petit? J'étais un petit garçon qui alternait entre le petit garçon joyeux, plein de vie, et beaucoup de mélancolie. Il y avait quelque chose, voilà, aussi quelque chose qui était au fond de moi que j'ai appris à regarder aussi pendant une demi-vie et à apaiser, mais sans le savoir pourquoi, d'un instant à l'autre, je passais vraiment d'une grande joie à une mélancolie. Et je compensais un peu ces mélancolies par un peu de la surbouffe. J'étais un petit peu le petit gros de la classe, à lunettes, un peu intellectuel, fils des instituteurs. Voilà, c'est un peu le topo. Ça a Ouais. des avantages et des inconvénients. C'était quoi les avantages et les inconvénients? Ah, ben, les avantages, c'est que c'est génial d'apprendre à lire avec sa maman en Ouais. CP. Ça, c'était extraordinaire, rien que ça. Et puis ensuite, justement, lire, écrire, apprendre avec mes parents, et je leur dois cette capacité-là, cette aptitude-là, qui fait que maintenant j'écris des livres dans de bonnes conditions, en fait, on va dire. Et l'amour de ça, l'amour oui, de l'écriture, de certaines, voilà. Ces apprentissages-là, je les aimais beaucoup. Après, ça n'a pas que les avantages d'avoir ses parents tout le temps sur le dos Ouais. et d'être jalousé par les autres Ouais. quand on a des bonnes notes. Ouais. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais. T'as une Qui a sœur? presque le même âge que moi, ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que t'aimais? C'était quoi tes passions quand t'étais un petit garçon? Les passions, c'est très clair. C'était la forêt, les animaux. J'avais un petit chien que j'adorais, une petite chienne, et la musique. Très vite, la musique était. Ouais, ça faisait partie de ta vie tout petit? Ah oui, 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 oui. J'étais très vite. Un de mes premiers cadeaux de Noël, c'était un orgue bon tant pis là à l'époque. C'est Voilà. quoi? Ah bah oui, tu es trop jeune pour connaître ça. C'est comme, j'ai interviewé Philippe Manœuvre il y a 2-3 semaines et il a utilisé des mots genre le gramophone. Je dis Philippe, c'est quoi? Je suis désolée. Ah oui, c'est la préhistoire, c'est clair. Non, non, c'est les premiers orgues un peu électroniques qui ont existé, qui créent des accords tout seuls. Donc voilà, j'ai eu une succession d'orgues comme ça. Je jouais à la messe à l'époque, parce que je fréquentais les églises à l'époque. C'était une manière. Il y avait un côté spirituel déjà chez moi. Ça prenait cette forme-là. Dans la forêt, il y avait un peu ce côté-là aussi. Et tes rêves de gosse? Tes rêves de gosse, tu disais quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai? Les rêves de gosse, c'était vétérinaire, forestier, un homme de nature qui la protège, qui l'aime. Ça, c'était très clair, très vite. Et puis, je suis devenu forestier. Après quelques tergiversations pour répondre aux projections parentales, je suis revenu comment dire, à la foresterie. Donc, du coup, tu as eu ton bac. Il faut faire quel type d'études pour être forestier? Oui, écoute, j'ai eu le bac super tôt, à 16 ans et demi, j'avais un an et demi d'avance. Oui, mais en même temps, j'étais pas mature, ce qui fait que je me suis retrouvé en fac après, et j'ai perdu 3 ans à rien valider pendant 3 ans pour rattraper la maturité. C'était lié au fait que tes parents soient instits et donc tu avais beaucoup d'avance. Enfin, aussi, j'imagine aussi que tu étais doué. Parce que... Oui, je sais pas si j'étais doué, mais c'est vrai que je savais lire à 4 ans. Donc, j'ai pas fait, comment dire, je suis passé très vite. J'étais au CP à 4 ans et demi. Voilà. D'accord. Donc, c'est parti de là. Et ça a des avantages, effectivement, mais ça a aussi l'inconvénient de vraiment, pour un garçon en plus, d'un manque de maturité terrible. Parce que du coup, tu étais le plus petit, tu étais forcément le plus petit de la classe. T'imagines au collège, voilà, quand les autres garçons deviennent, voilà, on cherche la virilité, le machin, toi tu restes le petit garçon à lunettes en plus, un peu intello. Ouais, voilà, c'était pas, il y avait des côtés pas sympas dans cette enfance, adolescence pour ça. Mais il y avait des côtés vraiment chouettes aussi. Ouais, j'adorais apprendre. Et en même temps, voilà, je retrouver la nature, la forêt, les animaux, vétérinaire était très fort aussi. Et donc après le bac, voilà, 16 ans et demi, 3 ans de fac de maths, de machin, n'importe quoi. 3 ans, rien du tout. Et puis, le déclic, j'ai 20 ans, je rentre en BTS forêt, technicien forest, pour devenir technicien forestier. Parce que du coup, quand tu es rentré en fac de maths, t'imaginais faire quel job? Je voulais devenir prof comme toute la famille. Tu vois, c'était les modes, je me bien. Ouais. Mais et puis voilà, je répondais. J'étais fasciné par un prof de maths qui était aussi prof de musique. Donc je m'étais voilà, c'est une forme projective comme ça. Je répondais à toutes les projections des influents, on va dire, des éducants. Et donc voilà, je me suis engouffré là-dedans, mais il y a rien. J'étais tellement vraiment, c'était une période où je voulais me suicider c'était très romantique. J'étais très mal dans ma peau, dans ma tête. Donc,
vraiment 3 ans, où j'écrivais plutôt des poèmes à la fac, et j'avais ma guitare et j'écrivais des chansons. Voilà. Il y avait déjà le côté artiste aussi qui était très fort. Et quand t'as du coup, quand à 20 ans, tu t'es dit, bon, en fait, c'est un BTS forestier que je voudrais faire, comment ton entourage, il a accueilli ça? Bah, c'était un grand soulagement parce qu'ils se demandaient vraiment ce que j'allais devenir. Hein, tu vois, un grand ado là qui fait 3 premières années sans valider rien du tout. Hein. Ouais. Ils disaient mais comment il va s'en sortir? Et mon père m'a dit non, tu vas bosser, ça suffit. Et il avait raison. Hein. Enfin, d'une certaine manière, ça m'a donné le coup de fouet. Ouais. Et puis c'est là que je me suis réveillé vraiment. Ouais, les arbres, j'y vais. Et une école a accepté mon dossier. Il fallait le faire après 3 ans non validés. Hein. Et c'était l'école privée de Poisy. Il y en avait 4 à l'époque, dans les Alpes, près d'Annecy. Et du coup, tu fais ce BTS en disant je vais être forestier. Ça dure combien de temps ce BTS? Le BTS, c'est 2 ans. Hein, Ouais. donc, c'est des études assez courtes qui mènent très vite à... Voilà, c'est technicien. Donc, très vite, il y a un boulot à la clé derrière. Hein, et j'ai fait un magnifique stage pendant ce BTS entre les 2 années au Canada, où c'était mon premier travail de 6 mois Ouais. au Québec. Il y avait un échange entre mon école forestière et le cégep de Rimouski, pour être très précis. Et donc, me voilà à 20 ans en train d'aller 6 mois bosser au Canada, en Gaspésie. C'était extraordinaire. Là. Le premier Génial. contact avec la terre amérindienne, j'ai envie de dire. J'ai découvert le Canada à Noël dernier. J'ai Pour adoré. la première fois? Ouais, pour la première fois. Ouais, j'ai la belle famille de mon frère qui vit là-bas et du coup, on s'est dit qu'on allait aller fêter Noël avec eux. Et ouais, t'as bien fait. on a hâte de pouvoir y retourner quand tout ça se calmera. Ah, carrément, oui. C'est une terre fascinante, avec des rencontres, oui, très. Tu es resté assez longtemps pour. Bon, non, on n'est pas resté assez longtemps. On est resté quoi? On est resté 5 jours, je dirais. Et après, on est allé à New York parce que mon frère vit là-bas. Donc, comme ça, on a profité de montrer aux enfants là où leur oncle vivait et puis New York. Donc, c'était top. Mais ouais, on a fait du chien de traîneau. On a trop envie d'y retourner, quoi. Ah oui. T'as pu rencontrer des Amérindiens, justement, un petit peu? Non. Ou, Non, ouais. Mais on y retournera. Oui. Ouais. Et donc là, du coup, tu fais ton stage là-bas. Oui. Et tu commences après un premier job, j'imagine? Oui, c'est ça. Je reviens. Tu sais, à l'époque, c'est pareil, c'est la préhistoire. Les garçons devaient faire leur service militaire Ouais. après leurs études. Donc, pour moi, c'était hors de question. Hein. L'autorité, je la supportais pas. Et pour moi, j'ai tout fait. J'ai mis 1 an au retour de ces études et du Canada pour avoir un poste en coopération. Tu sais, faire son service national, mais en faisant son métier. Mais c'est 2 ans à la place d'1 an. Et voilà, c'est partir quelque part dans le monde. Ouais. En faisant son métier. Et c'est ce qui s'est passé après 1 an où je me suis battu. Hein, je suis allé voir des ministres et des machins. J'ai sonné à toutes les portes. T'avais du réseau ou t'y allais entre guillemets au culot? Ah, j'y suis allé au culot. Hein. Ouais. J'ai écrit à l'époque, la chance que j'ai eue, c'est que le maire de Metz, qui s'appelait Jean-Marie Roche, était ministre. Et je lui ai écrit un mot en lui disant vraiment, j'ai une motivation extrême pour aller n'importe où dans le monde, me mettre au service, mais avec mon métier. Et l'armée ne m'intéresse pas. Et mon père m'avait dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va t'aider là? Il a autre chose à faire. Et vraiment, il m'a aidé directement du ministre de la Coopération à l'époque, qui était un collègue à lui. Et c'est par ces courriers que j'ai eu ce poste au Burundi, en fait. Génial. C'est assez incroyable, cette histoire. Oui, ça devait se faire. Hein. Il y a eu des forces très fortes là-dessus. Et je me suis battu pour, et ouais, ça a marché. Donc là, du coup, tu arrives au Burundi, tu fais et quelqu'un te dit, tu devrais participer à la chorale du village. Oui, du village Bujumbura, la capitale. Ouais, oui, ouais, un peu plus qu'un village. Un grand village. Mais oui, mais c'est d'abord un choc. Le Burundi, c'est un choc. Je ne sais pas si tu connais l'Afrique. C'est waouh. Je connais le Sénégal. J'ai eu la chance de pouvoir aller vraiment dans la brousse du Sénégal et ouais, j'ai adoré. Ah bah oui, tu vois que c'est vraiment un autre monde et Ouais. le Sénégal aussi. Voilà, je suis pas allé, mais je peux imaginer. C'est tout à coup, même le premier mois, je me suis dit comment je vais pouvoir rester là tellement c'était différent de ce que je connaissais. Ouais. Donc c'était pas évident au départ. Et après, c'était tellement extraordinaire que je voulais plus rentrer. Et puis effectivement, voilà, au bout de quelques temps, il se trouve que un ami m'embarque à la chorale de Bujumbura, de la capitale, au centre culturel français, qui s'appelle maintenant Institut français. Et le chef de chœur de l'époque me dit, mais t'as une voix de ténor professionnelle, tu fais ce que tu veux avec ça, mais
t'es un vrai ténor. Voilà. T'avais jamais eu l'occasion de chanter, justement à l'église ou... Si, je chantais, j'imitais des fois, mais plutôt des bases d'ailleurs. Et puis, j'adorais l'opéra. J'avais été à l'opéra. La dernière chose que j'ai faite avant de partir au Burundi, c'est d'aller voir la Valkyrie à l'opéra de Metz. D'accord. Théâtre de Metz. Donc, j'adorais vraiment la musique et l'opéra. Mais jamais au point d'imaginer que je pourrais être un ténor professionnel, d'aller moi-même sur la scène. Ouais. Tu vois, et la scène, c'est quelque chose qui t'attirait? Pas forcément, parce que j'étais quand même pas très à l'aise. J'étais quand même très timide, ça m'attirait pas forcément. Non. Ouais. J'aurais voulu en fait, j'aurais voulu être chanteur, mais avec mes chansons, avec ma guitare. Effectivement, la scène m'intéressait sous cet aspect-là. La scène d'opéra, c'était tellement inconnu pour moi, tu vois. C'était. Ouais, c'est un monde qui est assez peu connu en fait. Si t'es pas né dans ce milieu-là, tu ne sais pas où tu vas. Même si j'aimais ça, que j'étais allé quelques fois à l'opéra, mais de s'imaginer après en vivre et voilà, c'est quoi la vie d'un chanteur d'opéra? Vraiment aucune idée, quoi. Et que ça se révèle au Burundi, c'est quand même un scénario tout à fait improbable. C'est clair. Mais voilà, ça s'est révélé là et je vis ma vie de chanteur au Burundi, enfin de chanteur de forestier, pardon. Ouais. Je suis en même temps prof de musique, ça c'est extraordinaire aussi parce que je me retrouve à jouer au piano comme je peux dans un bar à Bujumbura. Ouais. Le directeur de l'école française est là, il me dit on n'a pas de prof de musique cette année, c'est quand même le collège, 6e, 5e. On n'a pas de prof de musique cette année, vous jouez super bien, est-ce que vous n'avez pas envie d'être prof de musique pendant cette année Je lui dis oui, mais je suis technicien forestier, moi, j'ai jamais pris de cours quasiment, j'ai pris 6 mois de cours de solfège, mais... Et me voilà, en fait, j'accepte. L'Afrique permet tellement de choses, en fait. Tout, c'est l'impossible est possible, dans le meilleur comme le pire d'ailleurs, mais là c'était le meilleur. Ouais. Et me voilà prof de musique en 6e et 5e au collège de l'école française de Bujumbura. Et comme je connais pas le programme, je me dis on va créer des textes, de la musique avec tous les élèves pendant le programme, et on va créer un spectacle complètement créé et qu'on va représenter au Centre culturel français. Et c'est ce qui s'est passé. C'était complètement dingo. L'insouciance et l'inconscience de la jeunesse, j'avais 23 ans. Ouais. Je suis pas compositeur, je suis pas musicien, je découvre juste que je suis chanteur et me voilà prof de musique et on crée un spectacle et qui est devenu un roman, mon premier roman par la suite. C'est quand même, il y avait des forces assez créatives, assez fortes dans ce que j'ai vécu. Ton premier roman, c'était Le Papillon Noir? Voilà, Le Papillon Noir, le premier roman jeunesse, qui est en fait... Ça s'est passé parce qu'il y avait un éditeur de chez Hachette dans la salle la salle du Centre culturel français, à la première du Papillon Noir, conte musical. Et je n'avais pas prévu d'écrire du tout quoi que ce soit. Ouais. Elle m'a dit, votre histoire m'intéresse, on recherche des histoires en Afrique. Voilà, je vous laisse ma carte, vous en faites ce que vous voulez. Et là, du coup, tu l'as contacté combien de temps après? J'ai laissé passer 1 an parce que je dis mais c'est pas pour moi ça, c'est ok, j'aime bien écrire tout ça, mais c'est dingue aussi de dire je vais devenir auteur, écrire un livre c'est autre chose, tu vois. Mais 1 an après, je retrouve sa carte en fouillant le fond de mes malles qui revenaient du Burundi. C'est vrai, ce conte il existe, c'est une histoire qui m'anime, je la recontacte, elle est peut-être voilà, et puis c'est parti. Elle était encore là, elle s'en souvenait. Ouais. J'ai écrit, ça leur a plu, on a beaucoup bossé aussi, on a échangé pour se plier à la collection chez Edicef, une filiale de chez Hachette. Et c'est devenu Le Papillon Noir 3 ans après le Burundi, après le spectacle en 94. C'est un beau souvenir du Burundi. C'est même plus que ça. Ça a habité chacune de mes cellules pendant toute ma vie. Ouais. Papillon Noir, de façon prémonitoire, j'y racontais ce que j'avais regardé, même dans mes héritages, dans les parts d'ombre que j'avais regardées à l'intérieur de moi. Et c'est hallucinant comme ça l'annonçait sous une histoire. Les contes racontent beaucoup de choses souvent par rapport à ces histoires-là. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je suis maman et quand je lis les livres à mes enfants, tu vois toute une part que eux ne voient pas et tu te dis il y a tellement de choses qui sont cachées en fait pour un petit bout de chou en fait que. Il y a tous les niveaux dans les contes, dans ces histoires-là, et le premier niveau pour l'enfance, et puis les autres niveaux de profondeur. Souvent, ça se passe dans des forêts. Là, en l'occurrence, c'était ça. Il y avait déjà le champ, il y avait déjà la forêt. Et du coup, ça annonçait les randos lyriques, dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est fascinant, ça annonçait tout. C'est fou. Et même maintenant, ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que je ne suis pas au courant de tout, moi, encore. J'ai hâte d'en savoir plus, ça. Donc là, du coup, tu rentres en France pour continuer donc ton métier de forestier. Oui.
Oui, mais en fait, j'ai tellement aimé l'Afrique que je me suis dit je vais repartir outre-mer et je décide en fait de postuler pour partir à Mayotte d'abord D'accord. et ça marche. Je suis engagé pour être le gestionnaire forestier de la moitié de l'île de Mayotte en fait. Génial. Et ce qui est incroyable à ce moment-là, c'est que c'était où je tente le champ ou je reste forestier. Donc je vais à Mayotte, mais avec un truc au fond du cœur quand même mince. Si je vais là, bon, je prends un piano, j'essaie d'apprendre à chanter tout seul, etc. Je partais pour 2 ans. J'arrive à Mayotte et les conditions étaient épouvantables. Ça n'avait rien à voir avec le Burundi. On m'accueille, c'était le service des eaux et forêts à l'époque. Ils m'accueillent dans une maison où ça fuit de partout. Ils me laissent pendant 2 jours dans cette maison. Je retourne le lit de la chambre, le matelas, parce que ça fuit dessus pour le sécher. Et en dessous, il y a un scolopendre, je ne veux pas faire le Marseillais, hein, mais de 40 centimètres, une sorte de 1000 pattes géant sous le lit qui grouille. Il y avait les chaussettes sales de mon prédécesseur dans le frigo. C'était à un moment assez étonnant et c'était comme la mousson. Il pleuvait. Et le seul endroit sec, c'était un fauteuil dans lequel je me suis recroquevillé pour dormir la première nuit. Et j'avais mis mes photos des Vosges, des forêts, des loups sur les murs pour me rassurer. Et là, j'étais tellement mal. J'ai compris là à Mayotte que je l'ai pas raconté souvent ça. Que si je restais là 2 ans, c'était trop tard pour tenter l'aventure du chant, vu l'âge déjà que j'avais. Et c'était terrible. J'ai invoqué un prétexte. C'est tellement puissant. J'ai invoqué un prétexte en disant ma grand-mère est morte. Je sais plus un truc comme ça. Je dois rentrer. Je peux pas rester. Et je suis parti. J'ai pris le premier avion. Ouais. Et c'est là-bas à Mayotte que j'ai pris la décision de devenir chanteur en fait, en réalité. Là, tu avais 25 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 24 ou 25 ans, ouais, c'est ça. Mais ça m'a coûté cher parce que j'ai dû rapatrier tous les bagages, prendre un billet d'avion qui cette fois n'était pas payé. Ouais. Ils m'ont fait la gueule, ils m'ont dit tu nous mets dans une merde pas possible. On a mis longtemps pour trouver un candidat. Je sais pas ce qu'ils sont devenus après, ils ont dû faire sans moi. J'aimerais bien y retourner un jour d'ailleurs pour me mettre parler totalement en avec eux. paix avec ce moment. Ouais, je sais pas s'ils existent encore, c'était il y a plus de 30 ans, il y a presque 30 ans cette histoire. Non, 25 ans. Et voilà, et c'est là à Mayotte que j'ai décidé je suis revenu en France, je suis devenu forestier à Carcassonne, Ouais. et en même temps je prenais des cours de chant à Toulouse, les premiers cours de chant. Et voilà, c'est là que ça s'est décidé. Et je suis resté 2 ans forestier encore. D'accord. C'était chouette, hein, technicien forestier dans l'Aude. Et puis les cours de chant ont fait évoluer la chose et m'ont montré que vraiment j'avais Tu avais un vrai talent. un vrai potentiel. Ouais. Donc il fallait aller au conservatoire tant que j'avais encore l'âge. C'était limite. Hein. Parce que c'est quel âge l'âge limite pour faire le conservatoire? Conservatoire, c'est souvent, dans le chant, ça peut être encore assez tard, 25, 26, 28 ans, quand on a un homme en plus. Les femmes, c'est plus tôt. Mais voilà, c'est tard, faut pas tarder. Hein. Parce que c'est une sélection qui se fait comme ça. Après, c'est des autres systèmes. Quand tu vas apprendre la musique, on va dans d'autres systèmes. C'est plus le système des conservatoires. Il faut que ça aille très vite, pour que ça décolle très vite, pour coller au système après, tu vois, de soliste, etc. Toujours les concours, cases. Ouais. Les cases, voilà, les concours internationaux, c'est rarement au-delà de 30 ans. Et comme il faut 6 ans, 10 ans pour former une voix, tu vois. Moi, je l'ai fait en 3 ans en accéléré pour rattraper le temps perdu et quand même pouvoir faire des concours internationaux. D'accord. Ce qui a fait que les bases n'étaient pas assez, consolidées. Ça a eu des implications pour la suite. Et du coup, là, donc tu as été à Nice, je crois, pour faire ton conservatoire. Oui, 1 an à Montpellier et puis ensuite à Nice. Oui, et là, comment tu as fait du coup, financièrement? Parce que du coup, tu étais à temps plein au conservatoire. Tu as repris tes études alors que tu bossais. Oui, j'ai eu la chance qu'à l'époque existait le système Pôle emploi déjà et que c'était fin de contrat avec le centre de la région forestière. Donc j'ai pu vivre pendant 2 ans de cette manière-là. Très vite j'ai fait en même temps que je prenais des cours de chant, etc., que je me formais. Très vite je suis allé faire de la figuration sur la scène de l'Opéra de Nice, de Monte-Carlo, etc. Et au bout de 3 ans, finalement, j'ai eu mon prix de chant et j'ai pu rentrer dans les chœurs de l'Opéra Monte-Carlo parce que j'avais eu le lien par la figuration et qu'ils ont entendu que j'avais une bonne voix. Et donc, là, c'était la voie royale de rentrer c'était en 96. Voilà, j'avais 29 ans.
Je suis rentré dans les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo. Tout de suite, première scène avec Placido Domingo, le grand ténor. Voilà, première scène professionnelle. Ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, on imagine qu'on est propulsé directement sur scène avec des grands rôles, mais on en parlait avec Laurent Régarès qui est assez connu sous son nom Chicandier, qui était notaire et qui maintenant est un grand humoriste. Et il disait, lui, il a commencé entre guillemets petit à faire des petites choses et comme il disait, si on attend qu'on vienne nous chercher chez nous, il faut sortir, il faut essayer, puis en effet être figurant, faire des choses, mais se donner les moyens de se faire connaître pour qu'après ça puisse semer des petites graines. Oui, c'est être présent déjà dans le milieu. Moi, d'être figurant, ça m'a permis de connaître le milieu, de voir la réalité des chanteurs, de voir le niveau qui est demandé, l'exigence, les sacrifices que ça demandait, etc. Et puis d'être dans la place, du coup, de se faire connaître. Ouais. C'est vraiment, en fait, quand tout d'un coup, j'ai chanté dans les couloirs d'un spectacle un peu comme ça, je me suis amusé avec les ténors du chœur, que le chef de chœur m'a entendu, mais il dit, tu viens auditionner, toi, t'as vite fait, hein. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, quoi. Ça m'a attiré vers ça. Et Monte-Carlo, c'est quand même un magnifique chœur de premier plan. C'était une chance extraordinaire de débuter comme ça, en tout cas. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Après, il y a du travail aussi. Il y a du travail et puis être présent, voilà, accepter les petits boulots. Là, en l'occurrence, c'était la figuration. Être présent, voilà, profondément, et montrer qu'on aime ce milieu, ce monde, le chant. Et les choses, si ça doit se faire, ça se fait. Ouais. Et donc là, du coup, tu t'es diplômé du conservatoire, tu es embauché à Monte-Carlo, ta carrière internationale commence, ça cartonne. Ça prend du temps. Je suis encore dans les chœurs. Je commence à faire des concours à ce moment-là, à me présenter à des concours, et puis je gagne des prix. Je vais en demi-finale, puis petit à petit en finale, et je gagne des prix et puis des petits rôles de soliste. Petit rôle de soliste dans Lohengrin de Wagner à l'Opéra de Nice. C'est mon tout premier en 97. Parce que ça sert à quoi moi, je suis très loin de cet univers. Ça sert à quoi, du coup, les concours? C'est comme ça que tu te fais connaître et surtout que les prix, souvent, c'est une bourse. Ça te permet de tenir financièrement, de continuer à étudier et tu te fais connaître des agents artistiques, des impresarios. On appelle ça les agents dans le monde de l'opéra. Et moi, il se trouve que j'ai pas gagné un concours, mais je suis allé en phase finale à Vienne, au concours du Belvédère, qui était un des plus importants concours au monde. Et là, 2 agents me donnent leur carte de visite. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 2 agents en Autriche et que je débute. C'est en Autriche que j'ai eu les plus grands rôles grâce à ce concours à Vienne et à ces agents qui m'ont propulsé au premier plan. Là, à cette époque-là, tu t'hallucinais complètement, j'imagine? J'hallucinais et en même temps, oui, je m'émerveillais de chaque étape. Et en même temps, ça s'est fait en quelques années. Chaque étape, se faisait, se digérait. Et j'avais une part peut-être d'ego aussi, qui pouvait trouver ça normal. Il y avait un truc à travailler là-dessus. Et je crois que je m'émerveillais pas assez de la grâce qui m'était accordée. Il y avait un moment donné, quand tu es dedans et que tout marche, t'as un petit quelque chose en toi qui te dit c'est dû, je bosse, c'est normal. C'est quand même à chaque fois une grâce. Je l'ai su par la suite. Et au bout de combien de temps, entre le moment où tu as fini le conservatoire de Nice et le moment où tu as été contacté par ces 2 agents à Vienne, il s'est écoulé combien de temps? Conservatoire de Nice, je suis rentré en 94 et le contact avec les agents, on va dire le premier grand rôle qui m'a été offert, c'est Werther en 2000, voilà. Donc ça veut dire 6 ans après, je chantais mon premier grand rôle dans un opéra. Voilà, c'était à Innsbruck. C'est pas encore les grands théâtres, mais c'était une belle maison d'opéra en Autriche, une maison de tradition musicale. Et un rôle extraordinaire. Tous les ténors rêvent de chanter Werther. Donc moi, ça m'a été donné le premier plan, c'est Werther. Rôle dangereux, ceci dit, rôle très difficile. Ouais, parce que ça, on en parlera peut-être après, mais quand tu es un chanteur d'opéra, d'ailleurs j'en parlais avec mes enfants à midi en expliquant que j'allais t'interviewer, quand tu es chanteur d'opéra, c'est comme quand tu es un acteur, c'est que tu dois t'imprégner vraiment de la personnalité de la personne, du rôle que tu joues. Mais oui, en même temps, t'imprégner, l'incarner, mais sans te prendre pour lui, en gardant une forme de distance, c'est-à-dire ne pas pleurer quand ton rôle pleure.
C'est pas en pleurant sur scène qu'on fait pleurer les gens, qu'on les touche. Ouais. C'est un dosage extrêmement subtil. Et Werther, heureusement que je me prenais un peu trop pour lui à l'époque, parce que quelque part, je ressemblais à Werther. Un romantique, un peu mélancolique, avec des idées, mais à l'époque, un peu de suicide. Il y avait quand même encore un mal-être qui était là. Il y avait encore beaucoup de travail à faire intérieurement. Et donc, Werther, j'ai eu les meilleures critiques possibles sur un rôle comme ça, parce que j'étais très proche de ce qu'il représentait. Et Werther, il se suicide justement pendant 25 minutes à la fin de l'opéra. Ce qui fait, alors, c'est une grande chance pour moi, parce que ça m'a peut-être évité de le faire dans la vraie vie, puisque je le faisais sur scène. Ouais. Et c'est peut-être étrange, hein, c'était ma thérapie de chanter Werther. Parce que du coup, t'as jamais été à cette époque-là, t'avais pas été accompagné, justement, tu disais que tu avais des périodes où tu étais un peu, en effet, avec des ups et des downs. On t'avait jamais aidé psychologiquement pour gérer ça à cette époque-là? C'était le moment où ça commençait. Je commençais à travailler avec des personnes ressources, hein, des psychothérapeutes. C'était en même temps. Voilà. Le travail n'était pas encore accompli. Vraiment, il y avait un bel enjeu de rencontre intérieure et de transformation de part d'ombre, de part d'héritage, qui était à regarder. Et ça a pris quand même presque, pas jusqu'à maintenant, mais voilà, oui, le gros, c'est une demi-vie de travail et de rencontres avec soi intérieurement. Ouais. Et ça se manifestait comme ça à l'époque, un peu inconsciemment. J'avais pas la conscience que j'ai maintenant, qui continue à grandir. Et donc voilà, je faisais que ce que je pouvais. Des fois, je tombais sur scène, même. Ça m'arrive de tomber dans les pommes pendant Werther, en plein spectacle. Mais du coup, lié à tout ce que tu vivais ou? Lié à une espèce de poids qui était encore un peu, qui faisait à l'intérieur de moi, qui n'était pas apaisé et que j'avais pas identifié, j'avais toujours une sorte d'épée de Damoclès. Quand j'entrais en scène, il y avait une forme d'excitation, de joie de chanter et de danger. D'accord. Il y a des soirs, je rentrais sur scène pour chanter Werther ou d'autres rôles. Je me demandais, mais comment je vais aller au bout? Comment je vais faire pour avoir l'énergie d'aller au bout de ce rôle et de tout ce qu'il y a à chanter. Et c'était un peu au petit bonheur la chance à l'époque. Ça passait souvent. Hein. J'étais aidé. Mais certaines fois, ça passait pas. Et vraiment, je tombais, ça m'arrivait. Ah, c'est fou comme quoi. Enfin, j'en parle souvent dans le podcast parce que moi j'ai fait un burn-out l'été dernier, donc mon corps m'a parlé et m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Et c'est fou de voir comme le corps peut nous parler à tous de façon différente pour nous dire là t'es pas aligné avec qui tu es, donc stop en fait. Quand tu veux pas écouter ta tête, c'est ton corps qui te parle quoi. Mais je dirais même plus le corps ne ment jamais. Le corps, alors que le mental, il peut chercher des solutions, le déni, la fuite, la création imaginaire, etc. Donc le mental, il n'est pas forcément toujours fiable s'il n'est pas accordé à l'énergie du corps, pour moi. Ça, je l'ai appris vraiment. Il peut te faire partir loin dans des illusions, le mental. Alors que le corps, c'est un indicateur fiable. Et là, il va pas mentir, il n'a pas d'intérêt, quoi. Ouais. Ben oui, c'est même pas, il est. Donc, il exprime quelque chose de profond en soi qui se manifeste. Ouais. Et donc, c'est des grands cadeaux quand on se fait des burn-out. On le sait pas tout de suite. Ouais, non, mais c'est marrant que tu dises ça parce que il y a une personne que je devais interviewer en mois de mars, mais elle est canadienne, donc elle est pas venue en France. Elle s'appelle Christine Michaud. C'est une personne. Tu connais Christine? En plus, elle est canadienne. Oui, on s'est parlé au téléphone. Je vais faire une émission avec elle. Ça s'est pas fait, mais on s'est parlé au téléphone. Et Christine, elle appelle ça des cadeaux mal emballés de la vie. Et clairement, d'ailleurs, c'est ma coach qui m'a dit, en fait, tu as eu de la chance de pas avoir un cancer, en fait. Et c'est clair que j'ai eu de la chance. Tu te dis, c'est un signal qui est fort, qui est pas très agréable, mais au moins aujourd'hui, je suis là, je suis en face de toi et c'est chouette. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on peut en mourir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à surmonter des choses, qui n'arrivent pas à regarder des choses, parce que voilà, il y a pas. Mais ça peut être vraiment un grand cadeau. Et même des gens. Moi, je connais une personne très proche qui a eu un cancer il y a 3 ans. Maintenant, elle remercie le fait d'avoir eu un cancer. Ouais. Elle s'en est sortie. Elle a conscientisé énormément de choses par rapport à ce cheminement qui lui a été offert à ce moment-là. Elle a été face à la mort, donc elle s'est réveillée par rapport à cette réalité. Et elle en a fait une force. Et maintenant, elle vit chaque jour comme une grâce, comme un bonus, comme une grâce. Et ça l'a métamorphosée. Et tu vois, moi, je vois dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a perdu son papa très jeune. Et le papa était très jeune et lui était très jeune aussi. Et en fait, il dit souvent que
qu'en fait, c'était une chance dans sa vie parce que ce serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, en fait. Alors, évidemment qu'il est malheureux d'avoir perdu son papa et que tous les jours, il pense à son papa et tout. Mais il se dit, bah voilà, en fait, je serais pas qui je suis aujourd'hui, j'aurais pas sûrement pas la force que j'ai aujourd'hui parce que besoin de prouver un truc parce que son papa est pas là, en fait. Oui. Oui, oui, complètement. Et c'est vraiment quelle attitude on a vis-à-vis de ces événements-là. Je les ai connus aussi. Hein, Ouais. C'est dévastateur. Hein, dans un premier temps, c'est vraiment la séparation. Mais très vite, on peut réagir en voyant la richesse de ce qui est offert là, déjà de ce qu'on a vécu avec ceux qui sont partis. Et c'est toujours là. Ça, on ne perd pas. Ouais. On perd la proximité, ça c'est le plus dur, mais on perd pas l'amour qui a été donné. Et même d'ailleurs, les choses qui ont été données, qui sont pas extraordinaires, les parts d'ombre, ça fait partie de notre chemin. Je crois vraiment qu'on est là pour savourer ce qui est offert et qui est lumineux, et pour transformer ce qui est offert et qui est plus ombragé. Ouais. Et parce que toi, justement, tu as perdu tes 2 parents en 3 ans, je crois. Oui, c'est ça, un peu plus de 3 ans et demi. Enfin voilà, c'est assez proche. Ouais. Et ça, c'était à l'époque où tu étais un grand ténor et que tu parcourais le monde? Oui, c'était 97, 2000, 2001. Oui, c'est extraordinaire parce que en fait même mon premier rôle de soliste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était Lohengrin à l'Opéra de Nice. Mon père est mort le lendemain de la première. C'est comme s'il avait attendu de voir que je suis soliste. Il est mort j'ai la première le soir et il meurt le lendemain matin. Donc ma vie de chanteur a été quand même jalonnée par ça. Ensuite ma mère est morte 3 ans et demi après. En 2001, mais juste après les tours du 11 septembre, le lendemain. C'était le 11 septembre 2001, elle est morte la nuit du 12 au 13. Donc, c'était synchronisé à ça, et j'étais en train de chanter dans Othello à l'opéra d'Anvers en Belgique. Ouais. Et voilà, c'était le début de ma vie de chanteur et en synchronicité avec le départ de mes parents. Ça, c'est très net. Donc il y avait toujours un peu ce lien dans la vie de chanteur qui a pesé aussi à ce moment-là. Et donc j'ai tenu un certain temps, et en 2003, je craque complètement. C'est là que je perds ma voix, en tout cas à la fin d'une soirée c'est drôle, d'Orphée aux Enfers, et je chantais Orphée évidemment. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment un enfer. Là, je perds ma voix en fin d'une représentation d'Orphée, et donc je dois mimer pendant les représentations suivantes, pendant que quelqu'un d'autre chante dans la fosse d'orchestre. C'était des moments assez étonnants. Et puis après, voilà, j'ai arrêté. Sachant que là, du coup, j'ai entendu, parce que tu as fait un TEDx où tu racontais que c'était un rôle que tu ne voulais pas faire, mais que tu ne savais pas dire non. Donc, du coup, tu l'as fait quand même. Oui, alors c'était pas le rôle d'Orphée, c'était le rôle de Péléas. D'accord. En même temps, je répétais pour Péléas. Okay. Tu vois, c'était aussi un surmenage vocal dans l'histoire. Hein. Ouais. Je répétais l'après-midi dans Péléas de Péléas et Mélisande de Debussy. Et le soir, je chantais Orphée, qui sont des rôles mais diamétralement opposés en termes de voix. Donc, je ne pouvais que me fatiguer la voix. Orphée, c'est un rôle assez aigu, comme ça, assez léger. Et puis, Péléas, c'est presque un rôle de baryton, un rôle très grave pour un ténor. Ouais. Donc, déjà ça, c'était un peu une folie de faire les deux en même temps. Et puis, effectivement, c'était 4 jours avant la première de Péléas. Ce rôle, je ne voulais pas je le sentais pas. Il était lourd vocalement et psychologiquement. Et la mise en scène sur laquelle on travaillait a accentué encore plus le poids de la pression psychologique sur ce rôle. Mais ça correspondait en plus à ce que j'avais à regarder dans l'histoire, dans mon histoire familiale, etc. Donc c'était fascinant. Il n'empêche que je perds ma voix dans ce moment-là et je crois mourir parce que j'étais tellement identifié au ténor, j'existais finalement qu'à travers ça. Un peu solitaire. Parce que justement, tu avais quel entourage, comme tu passais ta vie sur les routes, t'étais en couple ou tu avais une vie de j'ai une grande vie de célibataire, hein, vraiment, c'est aussi lié à ces choses que j'avais regardées. Donc, c'est une grande vie de solitude. Ce qui a les avantages de permettre de vraiment aller rencontrer des choses à transformer en soi. On se fréquente beaucoup. Et aussi pour permettre les transformations intérieures. Donc, ça aussi... c'est aussi une grande richesse. Je ne l'ai pas toujours dit non plus. Mais maintenant, je me rends compte que, si, c'est ce qui m'a permis d'avancer à vitesse grand V. Enfin, à vitesse grand V, en tout cas, à faire ce que j'avais à apaiser en moi. Ouais. Donc, c'est ça, effectivement, une vie de solitude. J'étais quand même entouré d'amis. C'était les voyages, mais en même temps, j'étais quand même ténor soliste officiel et attitré de l'Opéra de Bâle.
c'est là que je chantais Péléas et Orphée. Donc j'avais quand même une vie fixe. À Nice, enfin pas à Nice, n'importe quoi, à Bâle du coup. Oui, à Bâle en Suisse, voilà. J'étais un des solistes en résidence c'est pas comme en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, ils ont des systèmes de troupes. Et j'étais un des solistes de la troupe. D'accord. Voilà, à Bâle. Donc, justement, c'est ça. J'avais été engagé pendant 2 ans dans cette troupe, avec la promesse de certains rôles, dont le rôle de Roméo et Juliette de Gounod. Et la trahison, c'était qu'en fait, non, on fera pas Roméo, on fera Péléas. Tu verras, ça sera bien pour toi, etc. C'est là qu'est venue la trahison. Et puis, Les trahisons, c'est un vrai effet sur le corps, sur le mental, c'est une blessure de l'âme qui est très violente. oui, c'est une blessure de l'âme qui est très violente, mais en même temps, on peut encore le transformer dans quelque chose de très moteur. J'avais besoin d'apprendre à me faire respecter. Ouais. Ça faisait voilà, partie des gros travaux à l'intérieur de moi, qui était un peu le petit garçon un peu harcelé, un peu plus jeune, un peu, tu vois, le petit gros, un peu malmené, qui savait pas se défendre. Et voilà, ça a été l'apprentissage de ma vie, et ça s'est rencontré dans toutes les étapes de ma vie. Et donc celle-là je savais pas encore dire non à l'époque, ou dire même tranquillement, non, je ne ferai pas ça, sans être dans la colère en plus, tu vois. Toutes ces étapes. Et donc c'est ça, c'était un cadeau parce que ça a mis le doigt sur ce que je devais aller apprendre pour finalement me respecter et m'aimer un peu plus. Donc maintenant, je suis très en paix. Depuis pas longtemps, je suis très en paix avec les directeurs d'opéra qui ont envoyé ces énergies-là. Même je les remercie. Ouais. Et donc là, tu perds ta voix. Donc là, c'est la cata parce que tu vis de ta voix en fait. Et... Ah bah oui, c'est une grosse cata, oui. Je veux mourir, hein. Alors là, je me sens plus exister. Je suis trop identifié au ténor. Le ténor est en train de mourir en apparence. Je fais un peu un grand drame de tout ça aussi, hein. C'était ma manière de fonctionner à l'époque. Et donc, je tente. La voix revient en un mois. Je fais une rééducation. C'était pas si cassé. En fait, la voix est revenue. C'était quoi du coup? C'était, est-ce qu'on t'a dit, vous avez, je sais pas, une maladie ou un truc, ou c'était juste épuisement vocal? C'était un épuisement physique et comment on appelait ça, un œdème sur les cordes vocales. D'accord. Voilà. Un truc très classique d'ailleurs pour les chanteurs d'opéra. Tout le monde en a à un moment donné, et puis voilà, on fait avec. Donc, si on est extrêmement équilibré, on peut dépasser ça très vite et poursuivre sa vie de chanteur. Okay. C'est arrivé à la plupart et même aux plus grands. Sauf que moi, j'étais dans l'époque où il y avait d'autres choses qui étaient en jeu et c'est ça. Donc, je retente, quand je retrouve ma voix très vite, d'honorer mes contrats. Je retourne à Innsbruck où j'avais chanté Werther pour chanter le rôle de Bénédicte dans Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Et je retombe sur scène à la première. Et là, j'ai vu que je suis cassé à l'intérieur de moi psychologiquement et qu'il y a autre chose à aller réparer de beaucoup plus profond. Ouais. Et voilà. Et là, ça chute. Donc, j'arrête de chanter. J'essaye encore tant bien que mal, mais ça marche à moitié. Et puis, ça chute aux minima sociaux, en fait. C'est à 2 doigts de tomber dans la rue jusqu'en 2006. Quoi. Tu disais dans ton TEDx que tu t'es retourné à Paris? Oui, c'est la stratégie. Je continue à essayer d'être ténor. Donc, je vais à Paris. C'est là qu'il y a des agents en France. Je tente. Alors, je ne serai plus en Allemagne, en Autriche, parce qu'on se grille très vite. Hein. Tes agents, ils te lâchent très vite. Hein. Bon, voilà, il ne faut pas se leurrer. Et donc, je me dis, je vais tenter ailleurs, à Paris. Et puis, à l'époque, j'étais en lien avec un agent à New York qui attendait que je revienne. J'avais un agent artistique à New York. Donc, je fais pas mal de voyages encore. Je dilapide l'héritage de mes parents et l'argent que j'avais de ténor en allant tout le temps à New York, en allant voir les phoniatres de Pavarotti à New York qui coûtent 1 000 € les 20 minutes, enfin $1 000 les 20 minutes. Donc, je dilapide tout ça très vite pour essayer comme un marionnettiste, de faire marcher le ténor que j'étais. Et puis, ça marche pas. Et voilà. Et j'arrive avec plus rien, plus d'argent. Ouais. Je suis à Paris dans un studio et avec le RMI à l'époque, ça s'appelait le RSA maintenant. Et voilà, ça aurait pu finir à la rue s'il n'y avait pas eu un moment, un déclic. En fait. Et justement, du coup, ça a été quoi ce déclic? Le déclic, c'était tout d'un coup la prise de conscience dans ce studio parisien où je m'étais isolé. Je vais finir à la rue et crever, là, je m'en sors pas. Mais c'était quoi ma joie de vivre d'enfant? Ouais. C'était quoi mes rêves d'enfant, la flamme de vie du petit Vincent que j'étais? Et là, j'ai vraiment, ce que j'explique dans le TEDx, j'ai vraiment entendu le petit Vincent, la voix fluette du petit garçon
qui me dit, mais oui, forêt, Canada, loup, amérindien. Voilà, ça me... Et là, quand je dis ces mots, quand je les entends du petit Vincent, j'ai l'impression à nouveau que ma cage thoracique s'ouvre, alors que voilà, j'étais à moitié vivant, en fait. Ouais. Et puis je tape ces mots, voilà, loup amérindien, forêt, Canada, Québec, dans Google, et puis je tombe sur le premier site culturel amérindien de Son-Antoine. Venez vous ressourcer, venez. Puis là, on sent quand on est en résonance avec l'énergie d'un lieu, d'un événement. Et il me restait quelques centaines d'euros, 1000 et quelques, et je prends le premier billet d'avion pour le Québec et me voilà accueilli par le chef indien un mois après ce moment-là. Super. Et je pensais y rester une semaine, 10 jours, et puis je suis resté 4 mois. Et au moment où tu es parti, du coup, comment ton entourage, comment ça se passait avec eux à cette époque-là? L'entourage était assez réduit, plus de parents, un peu coupé de la famille, ma sœur un peu accaparée par la naissance de son deuxième enfant. J'avais 2-3 amis, desquels je m'étais pas isolé, qui me disent ouais, fonce, vas-y, si tu sens que c'est... Voilà, c'était ça. C'était quand même très seul dans cette décision. Et puis les quelques amis qui sont là, en tout cas que j'accepte, c'est pas qu'ils sont là, j'ai beaucoup d'amis qui ont, s'ils avaient su ce qui m'arrivait, qui auraient été là. C'est moi qui ai décidé de m'isoler là. Ouais, souvent quand on n'est pas bien, on s'isole du monde en fait. Exactement, exactement. Et voilà, il reste quelques petits contacts. Et ceux-là m'aident à déménager, à vider le studio, et je partais au Canada presque pour aller y vivre en fait. Ouais. En tout cas, la première fois, c'était une première approche, et la deuxième fois, c'était pour y vivre. Parce que du coup, tu y allais en 2 temps. Donc la première fois, donc tu rencontres ces Amérindiens. Comment ça se passe? Ça se passe, voilà, je suis accueilli par Régent Gariwasiwi, un des chefs coutumiers de la première nation des Wendat-Hurons. Son site culturel, c'est un bout de montagne qui s'est racheté, ce qui est quand même incroyable pour un Amérindien, d'être obligé de se racheter un territoire. Et parce que la réserve à Wendake, près de Québec, elle est tellement petite que voilà, il n'y a pas de territoire. Un Amérindien, il est relié à la terre, il faut qu'il y ait du territoire. Donc voilà, il a décidé, après une vie plus urbaine, d'aller revenir avec ses racines et la sagesse de ses ancêtres. Et il s'est acheté une montagne à 3 quarts d'heure au nord de Québec, à 40 minutes, près du parc de la rivière Jacques-Cartier. Donc un magnifique endroit vallonné, qui ressemble un peu au Vosges. Donc moi, ça me régale, mais en plus sauvage. Il y a des loups qu'on entend le soir chanter, il y a des ours qui passent. C'est marrant parce que tu parles souvent des loups, alors que en général, les loups, ça fait flipper les gens. Et oui, mais c'est l'ignorance. Moi, les loups, oui, si on en reste au conte et qu'on les connaît pas vraiment, évidemment, on en a peur. Mais moi, je me suis beaucoup intéressé à eux, même enfant, etc. Et j'avais qu'une envie, c'était d'en rencontrer, d'en entendre. Au Canada, il y a jamais de mort par les loups. En Europe, il y en a eu parce que les loups avaient la rage à une certaine époque et que ça les rendait fous furieux en période hivernale. Mais le loup a peur de l'homme et il n'est absolument pas un danger pour l'homme en temps normal s'il y a un équilibre, une nature équilibrée comme au Canada. Il n'y a pas d'histoire de mort par le loup au Canada. Voilà. Et donc le loup, non, pour moi, c'est un animal que je voulais rencontrer d'une manière ou d'une autre et d'arriver chez les Amérindiens. Voilà, pour les Amérindiens, il n'y a aucun animal qui est dangereux. Ils sont tous de la grâce de la création, de grand tout. Il y a un vrai respect de l'environnement. C'est un vrai respect de l'environnement. Quand on croisait un serpent avec Régent, le chef indien, il me disait « Oh, t'es chanceux de croiser un serpent. C'est un être merveilleux, il t'annonce ça, etc. » C'est fou. Il n'y a aucun animal mauvais comme chez nous ou affublé de culpabilité, de jugement, etc. Ouais. Et donc, quand j'arrive chez Régent, je sens que je vais rencontrer un autre regard, une autre culture, un autre regard sur le monde et sur la spiritualité même, sur le divin, une spiritualité incarnée. Ouais. Et même au-delà de ça, j'arrive, il fait moins 15 degrés, c'est en plein hiver. Il y a des montagnes de neige au bord des routes, comme en montagne chez nous. Et malgré ça, je sors de sa voiture, il était venu me chercher à Québec, et je suis enveloppé par à la fois le chant de ces chiens loups, il a une meute de chiens justement de traîneaux, mais à moitié sauvages, des huskies, des malamutes,
Et puis les effluves des résineux, les épinettes, les sapins, qui sont là autour. Même en hiver, c'était, je me sens enveloppé par le vivant, en fait, par la voix du vivant et l'odeur du vivant. Et là, je savais, et j'avais des larmes qui coulaient, qui gelaient tout de suite sur la joue. Parce que moins 15, ça commence ça pique. À frictionner, voilà. Et tu disais que j'étais au bon endroit. Et tu disais du coup que tu es reparti en France et qu'après tu es retourné au Canada? Oui, c'est ça. Il y a eu une première étape, mais je suis revenu très vite, en fait. Je suis resté. Le temps de déménager, j'imagine. Oui, mais ça a duré vraiment quelques jours, même pas plusieurs semaines. C'était vraiment, la décision était reprise et je suis. Oui, la décision était. J'étais tellement bien là-bas, je voulais m'installer. J'avais regardé à acheter un appartement d'une manière ou d'une autre. Des amis m'aidaient, etc. Parce que j'allais dire, financièrement, à l'époque, c'était pas ça. Non, c'était pas ça du tout. Ouais. Mais j'ai travaillé un peu pour lui chez Régent. Il me faisait rien payer de tous les rituels. Je l'ai aidé à monter les tipis. Des amis étaient prêts à m'aider. Voilà. J'ai eu une rentrée d'argent qui est venue après, qui m'a aidé aussi à envisager cette aventure-là. D'accord. Qui n'a pas abouti, mais en tout cas, voilà, je reviens et puis je reste 4 mois dans la forêt d'abord avec Régent Silly. Et donc là, tu retrouves ta voix d'ailleurs? La voix, je te dis, elle était revenue bien avant encore. Ouais. La voix était là, mais je retrouve la joie de vivre. Je retrouve la joie de vivre dans la nature. La voix s'est déployée beaucoup plus, elle s'est consolidée là-bas. Mais après plein d'étapes, je raconte ça dans un de mes livres, là, Un loup dans la gorge, il y a eu plein d'étapes, même des étapes pas drôles non plus, pas confortables, on va dire, sur le site amérindien. Dès que j'essayais de projeter sur lui une attente en tant que victime d'une espèce de père de substitution, il me renvoyait vraiment. Moi, je fonctionne pas là-dedans, et il pouvait être dur par rapport à ça. Ouais. Et il avait raison. C'était pas m'aider que à ce moment-là, d'être finalement de répondre à cette attente-là, qui m'aurait pas fait grandir, en tout cas. Parce que tu avais quel âge à cette époque-là? Alors moi, j'avais, donc 2006, j'avais quand même 39 ans. D'accord. Un grand petit garçon. Et quand on perd ses parents, on se sent orphelin et petit garçon moi, je me suis senti orphelin, petit garçon pendant longtemps après. Ouais. Même à 40 ans. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu es rentré en France? Eh bien, c'était à un moment donné, il fallait quand même que mon argent s'est vraiment amenuisé. J'ai vu que, j'ai entamé un processus de, comment on appelle ça, tu sais, de certificat de sélection pour venir immigrer au Québec. Ouais. J'ai mis tout mon argent là-dedans, vraiment. Et puis le processus a duré tellement longtemps que l'argent, il n'y en avait plus, et j'avais plus l'énergie ni les moyens de faire le bon. D'accord. C'était accepté au niveau du Québec et il y avait encore 1 an à attendre pour l'acceptation du fédéral, du Canada. C'est un processus de plus de 2 ans. Ouais, c'est très très long pour le Canada. Oui. Mais c'était accepté pour le Québec. C'est fou, j'étais à la moitié du chemin. Ouais. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà, c'était pas ça qui devait se faire. Le Québec devait être le lieu où je devais retourner à plein de moments de ma vie. J'ai vécu 3 ans en bout de 6 mois comme ça. Ouais. Il y a plein d'étapes de vie en tant que forestier, en tant que devoir me réparer. Et puis ensuite j'ai chanté, c'est ça qui était chouette. Et j'ai fait les randos lyriques. J'ai vécu des randos lyriques. Donc là tu rentres en France et donc tu rentres dans les Vosges directement, je crois. Ou tu fais je rentre, parce que j'habitais dans plein d'endroits. Je rentre pas Non, je rentre pas dans les Vosges quand je rentre du Québec. En 2007, je réussis le concours pour rentrer dans les chœurs d'Angers Nantes Opéra à Nantes. Ok. Et c'était ça, l'obligation de gagner à nouveau ma vie et de refranchir toutes les étapes. Je me suis dit, j'ai envie de redevenir soliste, mais je fais comme au début, je rentre dans des chœurs comme Monte Carlo et je fais des petits rôles après et je repars en soliste. L'idée, c'était ça. Pour l'ego, ça n'a pas dû être simple à gérer, j'imagine. Ah non. Non. 2 ans dans les chœurs d'Opéra de Nantes, mais en même temps, il y avait l'ego, que ça titillait de temps en temps, mais je me disais non, je vais pas rester là longtemps, donc ça allait. Je me prépare juste, je me renforce. Et puis en même temps, il y avait un besoin de sécurité matérielle à l'époque. Il fallait que je regagne ma vie correctement. Et donc c'était une manière de gagner ma vie en chantant dans une belle sécurité.
Donc, c'était la sécurité que je recherchais. Et dès que j'ai eu à nouveau la force de repartir en soliste, l'énergie, parce qu'il en faut beaucoup, ben voilà, 2 ans après, j'ai retenté, en reprenant contact justement avec mes agents d'avant, certains qui voulaient, et puis les directeurs d'opéra, certains, et en auditionnant pas mal en Amérique. Et ça a marché d'ailleurs à l'Opéra de Québec, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai auditionné directement auprès du directeur, Grégoire Legendre, à Québec, et qui m'a engagé le mois après. Ça, c'est l'Amérique, c'est extraordinaire. Si tu plais, on va même pas savoir si tu as eu un problème au milieu de ta vie. On t'engage. Parce que ça, pour le coup, quand en France, ça a été un sujet, le fait que tu sois arrêté, entre guillemets, dans ta carrière. Mm-hmm. Ah oui. Mais en France, on m'a déjà jamais offert un rôle de premier plan. Jamais. En France, c'était des chœurs ou des petits rôles, mais surtout des chœurs. Parce que j'ai aussi travaillé un peu avec Radio France, avec le chœur de Radio France en pige. Mais non, c'est l'étranger qui m'a offert les premiers rôles, des rôles importants. Et c'est vrai que en Autriche, j'étais grillé par une partie du milieu. Il fallait refaire ses preuves. Ma petite agente Gerlinde de Graz, c'était extraordinaire. Elle a tenté de m'aider à nouveau parce qu'elle croyait, elle adorait ma voix. Elle pensait vraiment que j'allais revenir. Et puis d'autres directeurs d'opéra. Ce qui s'est passé, j'ai chanté à Vienne, par exemple, au château de Schönbrunn, de l'opérette viennoise. Donc c'était une belle expérience aussi. Et puis l'Amérique, comme je n'étais pas connu là-bas, je me suis dit, voilà, mon passé n'influera pas trop. Les Américains se foutent du passé, ils regardent l'instant présent. Ouais. Donc ça a marché à Québec. Donc j'ai chanté comme ça encore un peu dans le système à Vienne et à Québec principalement. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as arrêté? C'est que à nouveau je repère ma voix. Le cycle. Oui, il y a encore des petits chouillards à regarder. Ouais. Oui, et puis une situation affective qui me met en face encore une fois de toujours la même chose, une situation qui se répète dans ma vie affective ou qui me rappelle les pertes de personnes chères. Et pof, ça m'atteint à nouveau très fort. Je vois que quelque chose n'est pas résolu à cet endroit-là. De cette manière-là, le corps à nouveau m'arrête. Je me perds ma voix. C'est même plus grave que la première fois. D'accord. Là, cette fois, j'ai un nodule. Il va falloir que je me fasse opérer cette fois. Ok. Sauf que j'ai pas envie de me suicider. Et je me dis même, tiens, c'est vrai que j'ai vu le chemin parcouru, tu vois. C'est un truc, la même situation. Elle atteint moins. On le regarde avec plus de philosophie. Il y avait même une part de moi qui disait, ok, même si après l'opération, parce que c'est toujours délicat les cordes vocales, si je ne pouvais même pas parler, ça veut dire que j'ai une deuxième vie muette et que je devrais m'exprimer autrement. Et j'étais prêt à accueillir ça, à m'abandonner à ce qui devait se passer. Tu avais une force d'esprit hyper impressionnante. Le fruit de tout ce qui m'est arrivé, tu vois, chez les Amérindiens, vraiment, il y a quelque chose de profond qui a été regardé, qui a été apaisé. Je suis né en tant qu'Amérindien, j'ai un nom amérindien, Anarisquois, le loup. Donc il y a une part de moi qui grandissait là et qui était plus sage et plus distante vis-à-vis des rôles et des identifiants que des fois l'ego, dans lequel l'ego nous limite en fait. C'est pour ça du coup que parce que justement je me posais la question parce que parfois quand on te présente sur internet il y a Vincent Karch et parfois il y a Vincent Akarch. Donc oui, le A c'est ça, c'est Anarisquois. À l'époque, c'était important pour moi de mettre Vincent Anarisquois Karch. D'accord. Maintenant, je ne le mets plus parce que j'ai plus besoin de l'affirmer. Ouais. Parce que c'est tellement ancré, c'est en moi, j'ai plus besoin d'affirmer grand-chose et de faire en sorte que je sois reconnu sur certaines choses. Donc, mais à l'époque, c'était important. Voilà, j'étais aussi Anarisquois mais Anarisquois est très fort en moi, à l'intérieur de moi. Il a 13 ans et demi, il a bientôt 14 ans. C'était en 2006. Pour moi, il grandit en moi. Et justement, il répare quelque part, c'est étrange à dire, c'est un processus de réparation, par exemple, des souffrances du jeune adolescent que j'étais à 13 ou 14 ans. Là, en ce moment, je sens qu'Anarisquois, il m'offre une deuxième chance de vivre quelque chose, de réparer cette adolescence. Ouais. Ça, la vie offre des stratégies absolument extraordinaires. Ah, c'est sûr. Et donc, du coup, tu te fais opérer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reparler après.
Oui, magnifique opération. Je fais ça à Lyon, chez les meilleurs spécialistes en Europe. Et je peux reparler après, je peux rechanter beaucoup mieux encore. C'est extraordinaire. Ça, vraiment. Alors, je respecte plus ma voix aussi. Je Ouais. fais plus n'importe quoi avec elle. Hein. Vraiment, je l'ai un peu malmenée aussi. C'était aussi, je m'aimais pas suffisamment, donc je me respectais pas suffisamment, et donc je respectais pas suffisamment ma voix. J'ai appris avec le temps à faire ça, donc ma voix était plus disponible. On a été partenaires, on était ensemble. Ouais. Et donc c'est ça. Et je reviens à ce moment-là dans les chœurs de l'Opéra de Nantes, parce que le temps où je suis resté 2 ans à Nantes, je retourne en Alsace pour me mettre en paix avec mon histoire familiale, pendant le temps où je suis soliste à nouveau. Et là, c'est là que je perds ma voix. Les randos lyriques se créent là-bas, dans le parc des Ballons des Vosges. Et je reviens à Nantes après l'opération et ils m'accueillent à nouveau. Chaque fois que je me ramasse vocalement, le chœur de l'Opéra de Nantes, Et là. je le récupère. Ouais, c'est fabuleux. Et qu'est-ce qui fait que du coup, là, donc tu perds ta voix, là, tu te dis, j'y retourne, mais en faisant attention à moi. Oui, c'est ça. J'y retourne. Et puis, il y avait encore une part de moi qui avait envie d'être un peu soliste. C'était encore pas terminé. Ouais. En tout cas, dans le système. Donc, je me dis, j'y vais à nouveau. J'apprends à aimer un peu plus le travail d'équipe avec les collègues de l'Opéra de Nantes. Et en même temps, je me reprépare pour être soliste. Je me respecte par exemple, en n'acceptant plus de rôle soliste en même temps que je suis choriste. Ouais. J'ai remarqué que pour moi, ça fait trop vocalement. Alors que d'autres, c'est OK, ils sont plus solides. Mais pour moi, chaque fois que j'essaye ça, je suis pas dans les bonnes conditions et j'abuse un peu de ma voix. Donc, je refuse tous les rôles, alors que, évidemment, souvent l'opéra le souhaite m'en donner. Et c'est ça. Et j'essaye de refaire des concours. Il y a encore des concours qui sont pour des vétérans comme moi. Sauf que, en fait, c'est des concours qui acceptent les vétérans pour accepter les droits d'inscription, mais qui, au bout du compte, en finale, t'as que des jeunes. Donc, je me suis fait avoir une fois. Ouais. Et puis, c'est que c'était pas le chemin aussi. Voilà. Même, de retourner dans le système, voilà, à 42, 43, bref. Et donc c'est ça, je lâche prise sur le soliste, en tout cas dans le système. Ouais. Et je reste dans le chœur et en même temps, surtout, je développe les randos lyriques et le côté sylvothérapie. Et c'est vraiment tout Ça, ça du coup, comment ça naît du coup le fait de te dire, je vais faire des randonnées lyriques. Ça c'est né chez Régent Sioui, sur son site amérindien en 2006. D'accord. C'était waouh, je chante dans la forêt, libre, pieds nus sur la terre, sur les mousses, avec les oiseaux. Il y avait un côté comme ça originel chez lui que j'ai retrouvé. Oui, et donc c'est né là. Je me suis dit ouais, j'ai de la force à chanter en forêt, c'est thérapeutique. Ouais. Donc le cocktail voix arbre, voix forêt, j'ai envie de le partager quoi. J'ai envie de voir le bien que ça fait aux autres peut-être. Comme ça m'en a fait en fait. Et c'est né en 2000. Quand j'ai quitté en 2009 le chœur de l'opéra pour redevenir soliste, en même temps, dans le parc des Ballons des Vosges, puisque je me suis installé dans la vallée de Münster, j'ai créé les premiers randos lyriques. Et à la base, c'était pas forcément quelque chose de. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez structuré, avec un espèce de programme dans la randonnée. Au début, c'était juste vous baladiez en forêt et vous chantiez. Non, c'était quand même assez structuré au départ. C'était vraiment l'objectif, c'était on se connecte d'abord à la nature, on ouvre nos cinq sens en se reliant aux arbres. Voilà, c'est le postulat de départ. On vient s'ancrer, on vient ressentir, se sentir vivant pleinement. Et à partir de là, on fait vibrer sa voix. C'est une autre voie de passage pour rencontrer le vivant en soi, en fait. Pour moi, c'est ça, la nature et la voix, la vibration sonore. Donc c'est ça la proposition. Donc voilà, ouverture des 5 sens, petit à petit ouverture de la voix, quelques vocalises, mouvements corporels. Je chante des grands airs de ténor a cappella, donc sans instrument de musique, et je fais chanter un chœur d'opéra, un fragment de chœur d'opéra au public qui m'accompagne, que j'accompagne plutôt. Ouais. Et c'est ça. Et les randos lyriques, c'est toujours ça maintenant. Ça a un peu évolué dans le sens qu'il y a des moments d'improvisation. Il y a plus de place à l'instant présent tel qu'il est. C'est moins des places que j'ai programmées à l'avance qui me rassuraient au départ. C'est plus, tiens, là il se passe ça, Tiens, oui, cette activité fonctionnerait bien. Ça dure combien de temps, une rando lyrique?
Il y a plusieurs formules. La rando lyrique type, telle qu'elle existe depuis le début, c'est une demi-journée. D'accord. 3h30, 4h30. Voilà, c'est ça. Mais j'ai des formules maintenant de sortie bain de forêt, bain champ forêt d'une heure, par exemple le Ouais. soir, même dans la nuit, à la bougie. Il y a ça dépend de la demande. Des fois, je fais des journées. J'ai eu des randos lyriques d'une semaine. Par exemple, pour des séminaires d'entreprise, des copains, c'est quoi du coup ton public? Mais c'est ça. Ben, le public, c'est d'abord des particuliers. Effectivement, j'ai coaché pendant des journées des comités d'entreprise, Ouais. des grandes entreprises d'ailleurs, des multinationales. C'était magnifique d'ailleurs de voir des grands PDG comme ça, avoir l'œil d'enfant autour d'un arbre et en chantant, quoi. D'avoir tout d'un coup la pupille d'un enfant, de la joie de vie qui surgit là. Ça se referme très vite parce que chacun a ses rôles, etc. Mais tout d'un coup, voilà, on était tous des enfants autour des arbres par moment. Et puis la cohésion se refaisait. Donc voilà, ce public-là, des classes d'enfants. Ouais. J'ai emmené aussi des enfants et des ados d'IME, d'instituts médico-éducatifs, donc des enfants handicapés de façon plus ou moins importante, mentalement, physiquement. Des moments absolument magiques là, parce que là, on est dans des perceptions directes. Ouais. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de manipulation. Là, on est tac. Et j'ai le souvenir, notamment l'IME des Herbiers, là, une rando lyrique il y a 1 an, en Vendée, et d'un moment absolument magique où tous ces enfants et ados très agités, un peu tout le temps dans la balade, il y a une forme d'agitation. Il y a eu le moment où ils étaient tous avec leur arbre, voilà, à enlacer leur arbre, et il y a eu 20 minutes de silence absolu. Les éducateurs n'en revenaient pas à ce moment-là. C'était wow. Ils ont ça aussi en eux. Il y a la possibilité de cette paix pendant 20 minutes, ce qui était exceptionnel, de silence à ce moment-là. Et je leur ai dit à ces enfants, ces ados, souvenez-vous, là, vous avez ressenti la paix, vous sentez dans le bel état dans lequel vous êtes, là, paisible. Souvenez-vous toute votre vie de ça, quand vous êtes stressé, quand voilà, en colère, triste, machin. Souvenez-vous de votre arbre. Ouais. Ancrez ce moment dans votre tête et... C'est mémorisé pour toute votre vie, ce moment. Ouais. Et vous savez que vous avez en même temps du calme que vous pouvez maintenant mettre en face de la colère, etc., qui peut accueillir votre émotion et faire qu'elle va s'en aller plus vite. Et ça, voilà. Pour moi, ça, c'est des moments magiques. D'ailleurs, pour des enfants d'IME, quel que soit le public. C'est aussi une manière, la rencontre avec cette paix intérieure qu'offrent les arbres, peut-être la voix, pour ceux pour qui ça parle, permet la gestion des émotions et de plus se laisser emporter par les émotions et de les accueillir du coup. Ouais. Et de plus être obligé de les dénier. Parce qu'on a l'espace d'accueil et de paix pour les accueillir. Et ça, pour moi, c'est ce que j'ai envie de partager maintenant, en fait. Et aujourd'hui, du coup, tu n'as plus que cette activité ou tu continues à chanter dans des chœurs? Dans les chœurs, je viens de quitter les chœurs là en janvier. D'accord. Les chœurs dans Gênes Opéra, je devais reprendre en janvier, j'avais arrêté en septembre et je devais revenir en janvier. Et en fait, je ne suis pas revenu parce que je me sens vraiment appelé par ce partage-là, d'emmener le plus possible de personnes se reconnecter aux vivants en eux, grâce aux vivants des arbres et aux vivants de leurs vibrations. Et donc de s'apaiser et de se sentir vivant, la joie, etc. Ouais. Et ça, du coup, tu le fais dans n'importe quelle forêt ou tu as une forêt une particulière? Écoute, je me suis installé maintenant dans l'ouest de la France. J'ai la forêt du Gavre au nord de Nantes, qui est le lieu où maintenant depuis 3 ans je vis ces partages. Ouais. Et donc voilà, c'est un des lieux principaux où maintenant je vais accueillir les gens. Il y en a un deuxième qui est en Vendée justement, le parc des Folies de Finfarine, un parc des abeilles, et où la directrice me met à disposition. C'est un écrin de 11 hectares. La directrice est absolument emballée par le projet maintenant d'association Sylva Lyrique, qui va se créer ce soir. Ah, super! Ah oui, c'est un jour extraordinaire pour moi aussi. Nous sommes le 26 mai 2020. Mais aussi parce que ce soir, l'association Sylva Lyrique va naître. Génial. Tout est prêt et on est 3 fondateurs, un ténor forestier, un des anciens patrons de l'UNICEF, un des anciens directeurs de l'UNICEF, un humanitaire, et un médecin du CHU de Nantes, un dermatologue. Voilà, on va créer un centre ou plusieurs centres, nature,
voix, culture et soins, santé. Génial. Ça va être, voilà, on met toutes nos forces par rapport à ça. Et point d'ancrage, Forêt du Gavre, siège à Nantes. Et deuxième point d'ancrage, Foyer de Finfarine, pour des séminaires, pour des choses plus où on sera dans un écrin. Parce que du coup, là... Pardon ? Oui, non, vas-y. Je disais, ça naît ce soir et pour moi, c'est un immense moment, une très, très grande journée. Bah, c'est génial, ouais. Et du coup, là, les gens qui viennent, par exemple, en séminaire, comment tu les accueilles ? Tu as un lieu pour qu'ils dorment ? Alors, l'objectif de l'association, c'est un des objectifs, c'est qu'à un moment donné, on trouve suffisamment de financement pour créer vraiment ce centre avec des hébergements, une nourriture qui soit issue des produits de la forêt, de la médecine ayurvédique, d'autres, voilà, de la naturopathie. Ouais. Des soins, justement, de la méditation, du yoga, mais tout en forêt. C'est-à-dire que tout en immersion forestière. Peut-être des bâtiments quand il fait pas beau où on soit vraiment à la lisière de la forêt pour être quand même dans l'immersion. Donc voilà, créer un centre là, peut-être le centre de Finfarine, justement, en Vendée, qui existe déjà et qui est fermé pendant l'hiver. Ce sera peut-être notre résidence d'hiver. Et le consolider, créer des hébergements vraiment sous les arbres pour vraiment... En fait, créer des cures forestières comme des cures thermales ou des cures thalasso. Ouais. Et que ce soit remboursé par la sécurité sociale comme les cures forestières au Japon, par exemple. D'accord. Oui, parce qu'en fait, la sylvothérapie, alors je ne sais plus quel est le nom en japonais, mais le nom c'est un nom qui est assez connu comment on appelle ça, la sylvothérapie en japonais ? Shinrin-yoku. Ouais. Moi, j'ai découvert la sylvothérapie il n'y a pas très longtemps, dans la dernière année. Et ça résonne beaucoup en moi parce que, j'ai grandi à Paris, mais mon papa a une part de son activité il est sylviculteur. Ouais, okay. Et du coup, donc il a une exploitation forestière et donc il a hérité de bois de son père, mais il a également planté beaucoup d'arbres. Donc j'ai vu grandir des forêts depuis que je suis née et on a pris soin des arbres depuis que je suis née. En fait, quand tu as une invasion de chenilles, il faut aller les enlever parce que sinon tes petits arbres ils grandiront jamais parce qu'ils vont se faire manger. Donc c'est un truc qui, pour moi, me parle beaucoup. Et donc, j'ai découvert la sylvothérapie, mais je m'étais dit l'été dernier que c'est un truc que j'aimerais bien creuser. Donc, j'ai commencé à faire des câlins aux arbres. Donc, mes enfants m'ont regardé de façon très bizarre. Mais en fait, maintenant, je leur dis, venez, parce que ça fait un bien de dingue, en fait. Mm-hmm. Ah oui, si à un moment donné, ils arrivent à se poser et à goûter à ça... Ouais. Chacun le vit différemment, puis des personnes ne sont pas prêtes quelquefois, et c'est OK aussi, c'est pas la voie de passage à un moment donné, ça c'est semé, ça peut revenir après ou pas. Moi je suis vraiment dans l'accueil de tout. Il y a des gens qui ressentent, alors peut-être toi, qui ressentent très fortement les vibrations des arbres. Moi, je commence à le ressentir. Je fais pas partie de ces gens qui sont complètement, dans un ressenti profond. Ça commence à certains moments. Certains arbres me guérissent, par exemple, quand j'ai des maux de tête. Ah ouais. Et ça commence à guérir pas mal de monde, des maux de tête souvent. Les acouphènes peuvent être apaisés auprès de certains arbres, certaines espèces. Et c'est concret. Ça marche quasiment à tous les coups pour moi et pour d'autres personnes. Donc toi, du coup, c'est certaines espèces d'arbres qui te font du bien en particulier. Ben pour moi, il n'y a pas assez d'études, tu vois, pour en faire des généralités. Ouais. Pour moi, j'invite à chacun à pratiquer déjà, d'aller vers l'arbre vers lequel ils sont attirés. Et ce sera leur arbre. C'est peut-être celui-là qui sera leur arbre thérapeute dans l'instant. Et peut-être le lendemain, ce sera un autre arbre. Mm-hmm. J'invite à pas créer l'attachement non plus forcément. Même si je retourne toujours voir certains arbres. Ouais. Mais c'est aussi apprendre à vivre dans l'instant chez les Amérindiens que j'ai réappris. L'instant présent. Et c'est vraiment c'est là que se trouve le vivant, en fait. Et que se passent vraiment les choses. Donc, j'invite aussi les personnes à revenir dans l'instant de toute leur présence. Et les arbres le permettent parce qu'ils sont constitués juste d'instant présent, en fait. Ouais. Et du coup, tout ça, tu as toute ta formation par rapport à la sylvothérapie, tout ça, tu as appris ça donc avec les Amérindiens ou est-ce que tu as complété ta formation avec d'autres choses ? Non, c'est une formation autodidacte. C'est vraiment la rencontre avec la sagesse amérindienne. Et puis ensuite, c'est quand même mon passé de forestier. J'ai toute la connaissance botanique de la forêt, de comment elle fonctionne, comment elle vit. Ce mélange-là, plus toute ma pratique en forêt, ensuite par la suite. J'étais tout le temps dans les Vosges. C'était un beau terrain d'apprentissage. J'ai vu ce qui se passait dans les randos lyriques aussi. J'ai vu comment j'ai peaufiné aussi l'accompagnement.
Donc maintenant, ça fait 10 ans, enfin, tu vois, 14 ans depuis le moment amérindien. Ouais. C'est comme 14 ans d'études, en fait, mais en apprentissage autonome. Ouais. Et donc, je me considère, alors, comme sylvothérapeute, et je suis reconnu par les autres sylvothérapeutes aussi voilà, j'observe ça. Il se trouve que j'ai écrit des livres sur les arbres et que c'est vrai que ça donne du coup une légitimité. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que maintenant je propose la sylvothérapie. Et d'ailleurs, justement, c'est un grand moment aujourd'hui, j'en profite pour le dire, parce que non seulement l'association Sylva Lyrique naît ce soir, et demain sort mon prochain livre, La sylvothérapie pour les familles et les enfants. Donc ça, Top. Il est là en avant-première. Hein, je sais pas si Bah là, attends, je vais faire un. Non, tu me renverras la photo parce que là, l'image, elle est pas assez bonne. Mais tu m'enverras la photo, il est trop beau. Oh, il est chouette en plus. Voilà, je t'enverrai la photo effectivement. Ouais, avec grand plaisir. Et je crois que c'est un livre justement pour les familles, avec 20 histoires à raconter par les parents, les éducateurs, les enseignants, aux enfants, et puis les enfants aussi pour les lire quand ils le peuvent, hein, c'est de 3 à 12 ans, avec des exercices de pratique de sylvothérapie. Et comment on va pouvoir le trouver, ce livre ? Ah ben partout, à partir de demain, il sort dans toutes les librairies. Génial. Ça s'appelle À l'ombre du chêne aux éditions Le Duc. Super. Et justement, donc là, c'est marrant parce que tu as anticipé ma question d'après sur les livres. Donc, à date, donc tu en avais publié 3. Donc là, ça va faire le 4e livre. Comment ça t'est venu le fait, donc tu avais écrit Le Papillon Noir. Comment tu t'es dit, tiens, je vais réécrire un livre, parce que c'est pas forcément un truc où on se dit qui est courant de se dire j'écris un livre. C'est le 2e livre, c'est le fruit de cette initiation amérindienne. C'était tellement fort ce qui s'est vécu là. J'avais tellement de choses à raconter aussi sur ce que je devais rencontrer, sur ce que la vie a proposé comme solution pour sortir de certaines grosses souffrances d'humanité, dont j'étais un peu héritier. Donc j'ai eu envie de partager ça. C'était le livre suivant, Un loup dans la gorge, qui a vraiment raconté, c'est un peu assez autobiographique, c'est un récit, hein, un peu romancé, mais qui est basé sur tout ce que j'ai vécu et qui me racontait, voilà, c'est raconter qu'est-ce qui se cache derrière quelquefois un burn-out, en tout cas pour moi. Ouais. Qu'est-ce que ça a exhumé et comment la vie m'a permis de transmuter une part de souffrance qui traînait chez mes ancêtres et dont j'ai hérité en fait. Ouais. À ma manière. Donc voilà. Ce livre-là était tellement puissant, il est sorti en 2015 et l'expérience c'était 2006. Il a mis 9 ans avant c'était un accouchement parce que j'y mets beaucoup d'intimité aussi. Et je trouvais que c'était important pour la vérité en fait, que ça puisse inspirer les personnes qui ont ces syndromes, voilà, que je décris dans le livre et la façon dont la nature, les arbres aussi ont permis de cette transmutation-là. Donc ce livre était tellement puissant que j'ai dû le faire. Ça a été laborieux, hein. Je l'ai envoyé à une centaine d'éditeurs, c'était pas accepté. Et puis au moment où j'ai décidé d'abandonner, je laisse tomber, voilà, c'est que ça doit rester. Pof, je me fais interviewer par une journaliste de la RTS, la radio-télévision suisse, qui vient spécialement me voir à Nantes. Et puis je lui parle même pas du bouquin, je lui raconte mon histoire. Et puis elle avait une amie éditrice en Suisse à qui elle raconte mon histoire et elle me dit dis-lui qu'il faut qu'il la raconte, on est intéressé. Je lui ai dit c'est prêt, c'est écrit, je peux lui envoyer dans l'heure le manuscrit. Génial. Ouais, il y a des rencontres comme ça. Moi j'appelle ça l'alignement des planètes. C'est comme le premier livre, tu as vu, c'était voilà Le Papillon Noir, parce que j'avais écrit un conte et qu'il y avait un éditeur dans la salle. C'est-à-dire que c'est venu à moi à chaque fois. Mais je l'avais écrit en même temps. Hein. Cette fois, Le loup dans la gorge était prêt. Donc, il est publié en 2015. Et puis, c'est ça, c'était un peu un livre thérapeutique aussi, c'est vrai, pour moi, pour d'autres, ceux que ça peut inspirer. Les autres livres, c'est plutôt les livres de la maturité, de l'après-transformation et des randos lyriques et de ce que je partage. Voilà, le suivant, c'était les 12 sagesses des arbres. Ouais. Là, c'était vraiment, j'ai envie de partager l'amour des arbres et ce qu'ils peuvent nous offrir et combien on doit les respecter pour ça, les reconnaître, les aimer. Et voilà, ça c'est le livre suivant. Ouais. Et puis le 4e maintenant, c'est À l'ombre du chêne.
un travail de fidélité avec l'éditeur Le Duc, qui est formidable, parce qu'ils ont envie d'une continuité, de ce partage, de trouve intéressant. Et là, c'est une commande. Ils m'ont demandé, Vincent, faut penser aux familles, aux enfants. Et ça me ravit. Je reviens à l'énergie de mon premier livre, Le Papillon Noir. Ouais. Là, je me sens à l'aise. J'ai écrit 20 petites histoires pour tous les âges, et c'était pour moi que du bonheur. Inspiré de toutes mes expériences de forestière, évidemment, il y a des histoires amérindiennes, des histoires africaines, des histoires népalaises, puisque je suis allé beaucoup au Népal aussi ces derniers temps. Françaises, il y a de la forêt du Gavre, il y a des forêts lorraines. Voilà, c'est toute la richesse de ta vie qui est dedans, quoi. Voilà, tous ces apprentissages. Et voilà, pour montrer à quel point les arbres sont des êtres merveilleux. Qu'est-ce que tu penses que le petit Vincent de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Mais il me voit aujourd'hui, là, ouais. Il est là. Mais là, je peux te dire que le petit Vincent en moi, là, il sourit de plus en plus souvent. Ouais. C'est ça. Et je me sens, c'est un côté schizophrène, mais je crois pas. Je crois qu'on a tous en nous le petit enfant à l'intérieur de nous. Et je me sens comme l'adulte Vincent qui a permis au petit enfant Vincent d'enlever les échardes qu'il avait dans le cœur, en fait. Ouais. Et c'est ce partenariat-là. Et je crois qu'on a tous plus ou moins des blessures d'enfance, des héritages de blessures des enfances de nos parents, etc. Et pour moi, j'appelle ça les échardes dans le cœur. Et on a tous plus ou moins un travail d'aller rencontrer ces échardes et d'aller les enlever avec bienveillance, reconnaissance, ce travail-là. Et je sens que le petit enfant en moi, il est heureux parce que il me semble que l'adulte Vincent, il a contribué à sortir ses échardes. Ouais, c'est une personne que j'aimerais bien te présenter quand on aura, enfin, on a le droit de ressortir, mais moi je suis encore confinée, donc j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment le droit de sortir. Thomas Samut, c'est une personne qui a vécu à Nantes et qui habite maintenant en Bretagne, et c'est une personne qui a un parcours très atypique, un peu comme toi, et il était carrément en échec scolaire. Et il a finalement, sa voie, ça a été de devenir préparateur mental pour sportifs. Et finalement, c'est lui qui a coaché tous les plus grands nageurs français et et beaucoup d'autres sportifs d'autres sports. C'est un homme qui est absolument formidable que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Et il disait qu'en fait, on est l'enfant qui est en nous. En fait, on est juste un enfant qui a grandi. En fait, mais comme tu disais, on est la même personne en fait, et que c'est hyper important de se rappeler qui était l'enfant qu'on était quand on était petit, parce qu'on est cette même personne et que si on se rappelait qu'il n'y avait pas de limite quand on était petit, il faut continuer en fait. Mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment protéger, soigner, aimer ce petit enfant qui, pour moi, même pas sommeil. Il est là, éveillé en nous. Il est une part de nous. Et il y a notre part de joie, de créativité, d'amour. Un enfant, c'est que ça, en principe, tant qu'il n'y a pas les blessures de la vie ou les héritages. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation permanente avec mon enfant intérieur aujourd'hui, et de soigner vraiment ce joyau, et même du coup aussi de voir en chaque adulte en face de moi l'enfant intérieur aussi, de pas le prendre juste pour l'adulte qui m'aime ou qui m'agresse, ou pour moi un adulte qui est en colère face à moi ou agressif, c'est un enfant intérieur caché derrière, qui a une écharpe plus ou moins grosse, qui est pas enlevée, et ça m'aide vraiment à réagir, pas dans l'énergie d'ailleurs de l'agression, et quand c'est possible, mais de quand même de toujours garder le contact. Je reconnais en toi la part de l'enfant blessé. Et là, tout d'un coup, ça laisse un endroit de rencontre, parce que l'autre se sent reconnu, c'est à d'autres niveaux. C'est pas simple quand il y a par exemple vraiment des situations difficiles d'urgence, mais j'apprends en tout cas à toujours voir en l'autre l'enfant plus ou moins blessé, plus ou moins guéri, suivant le travail que chacun a fait et les circonstances de la vie, même par rapport à des situations de personnes très confrontantes en face. Ouais. Après, je sais pas si tu la connais, Maud Ankawa, qui est une amie d'ailleurs de Christine Michaud, que je vais avoir le plaisir d'interviewer bientôt. Maud, elle a écrit 2 livres, dont le dernier qui s'appelle Respire, et le premier qui s'appelle Kilomètre Zéro, et elle raconte d'ailleurs une histoire au Népal. Et en fait, c'est des espèces de romans, mais
axé développement personnel, mais c'est vraiment, je recommande à tout le monde de lire ces bouquins, ils sont top. Et en fait, elle dit que quand quelqu'un est agressif vis-à-vis de nous, si on se sent agressé, c'est qu'on a aussi un problème par rapport à cette personne et que du coup, enfin, pas forcément par rapport à cette personne, mais par rapport à son comportement, parce que finalement, une personne agressive, tu as deux personnes en face, tu vas pas réagir pareil, tu vas pas prendre l'agressivité de la personne de la même façon. Il y en a sur qui ça va couler et potentiellement, toi, ça va agripper. Et du coup, c'est de comprendre pourquoi ça accroche sur nous et pour aussi mieux nous comprendre nous-mêmes aussi, en fait. Ça me parle complètement. Pour moi, si ça réagit fortement en soi, c'est que l'écharde du petit enfant à l'intérieur, en face de toi, de la personne, elle résonne avec la même écharde que toi, t'as pas enlevé dans ton cœur. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Si tu as enlevé tes échardes au maximum, ben, ça résonne plus. L'écharde d'en face, du cœur du petit enfant d'en face, elle ne peut pas toucher ton cœur puisqu'il n'y a pas l'équivalent en miroir. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et c'est extraordinaire quand on a fait ce travail. On le fait toujours. Hein, il y a peut-être toujours des choses à enlever, à apaiser en permanence, mais il y a quand même des gros morceaux qu'on peut vraiment extirper de soi, mettre en paix, etc. Enlever ces échardes. Et à partir de là, effectivement, tu peux avoir un monstre d'agressivité, enfin l'énergie d'agressivité en face de toi. Ouais. Tu la prendras pas. Ce qui n'empêche pas de dire stop à des abus. Hein. Pour moi, c'est ça aussi des fois, l'incompréhension, c'est pas laisser tout faire, hein, dire voilà, je reconnais en toi, j'accueille. C'est j'accueille, je reconnais qu'il y a un enfant blessé avec une écharde dans le cœur là en toi, mais je te dis stop, mais pas en t'envoyant de la même énergie de haine en fait ou d'agressivité. Je te dis stop, je me donne les moyens s'il faut, hein, s'il y a de l'urgence, etc., s'il y a un abus flagrant. Mais je mets une énergie on va dire, d'empathie et de reconnaissance. Ouais. L'amour, c'est autre chose. Hein. Il y a des gens qui arrivent à vraiment aimer même voilà, la personne qui est agressive, qui est prête à faire du mal. Mais pour moi, déjà, voir l'autre avec empathie, juste déjà le reconnaître dans son enfant blessé. En fait. C'est déjà une première belle étape, c'est clair. Oui. Et du coup, là, on n'est plus dans une lutte, on n'est plus dans ça favorise les conditions d'une résolution autre que par la force, qui peut être dramatique. Ouais. Et dans ton histoire, bon, tu as quand même eu quelques galères, hein, on peut le dire. Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser ? Je ne sais pas s'il y a une hiérarchisation des difficultés. Je crois que toutes les grandes séparations, c'est propre aux humains, ça. Hein, toutes les grandes séparations par la mort, les parents, mon petit chien qui s'est fait écraser, ma petite chienne qui s'est fait écraser à un moment donné par une voiture. Ouais, ces moments-là étaient l'apprentissage de la perte en fait, toutes les pertes. C'est un petit garçon qui supportait pas la perte, qui devait regarder à l'intérieur une sorte de sentiment de choses d'abandon, de syndrome d'abandon. Toutes les séparations et toutes les pertes en fait ont été avec les êtres vivants. Ouais. Ont été, et même la perte de ma voix, voilà, quelque part, la perte de ce qui est cher en fait, des êtres ou des identifiants. Ouais. Mais je sais pas si j'ai envie de hiérarchiser, tu vois. C'est vraiment un chemin avec les épreuves magnifiques, difficiles et nécessaires pour pour grandir et voilà, pour enlever les écharpes. Ouais. En fait, pour mettre en lumière les écharpes. En fait, c'est ça. Mettre de la lumière sur l'ombre. J'adore la métaphore des échardes, surtout quand on connaît ton histoire et que tu vis entouré d'arbres. Bah oui, c'est un peu, c'est pas le hasard totalement. Ouais. Elles sont pas de nulle part. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ? C'est plus en termes de fierté. Je suis heureux. C'est vraiment juste une joie énorme et en même temps calme, une joie paisible, profonde. Pour moi, c'est l'instant. Donc c'est ce qui s'accomplit maintenant. J'ai été heureux de chaque sortie de livre. C'est un bébé. J'ai été heureux d'être ténor. C'était une expérience magnifique, extraordinaire.
Et là, maintenant, je suis profondément heureux de me mettre au service du vivant grâce aux arbres et à la voix, par mes livres, par l'association qui est en train de naître, plus tout seul, en équipe. Ça, pour moi, c'est la nouveauté, tu vois. C'est plus soliste d'opéra, c'est plus seul dans les randos lyriques. C'est là, on crée une asso avec des gens formidables qui ont envie de se mettre au service du vivant, dans le monde médical, dans le monde de la nature, dans le monde de l'humanitaire, puisqu'il y aura un volet humanitaire dans l'association aussi, et puis dans le monde de la culture, du chant, de la voix. En Gênante Opéra, le directeur, il va donner de la visibilité à l'association. Et, il va être un membre d'honneur. Il y a des projets communs qui sont en route avec les enfants des forêts de France, du Gavre, de Vendée et du monde entier, là, d'Afrique, d'Asie et les Amérindiens. Pour moi, ça me... Voilà, les prochaines années de ma vie professionnelle, c'est ça, c'est me mettre au service de la joie de vivre de l'enfance, des enfants d'aujourd'hui et des enfants d'hier, en fait, grâce aux arbres et aux chants et à la voix. Est-ce qu'il y a un conseil? Ouais, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Un conseil. Ouais, sois présent à la vie, et c'est ça qui t'aidera à l'aimer. Vis l'instant présent de toutes tes forces. Et dans la forêt. Si c'est pas facile à faire tout seul, c'est vis l'instant présent avec les arbres. Voilà, pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce que tu lui dirais si quelqu'un te rencontre et te dit finalement t'as eu uniquement de la chance dans ta vie pour pouvoir être arrivé là avec tes arbres et avec les arbres et à savoir chanter. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je crois que je lui réponds même rien. Je dirais oui. Parce que chacun son chemin, chacun sa vision. S'il voit ça comme ça, j'aurais même pas à justifier et à lui dire non, j'ai beaucoup souffert, etc. Ça serait encore avoir une petite partie de victime qui a besoin de reconnaissance. Je dirais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Et je te la souhaite. Ouais. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? J'ai envie de dire merci à... Merci à l'existence dans tout ce qu'elle m'a donné de vivre. Mais tout, c'est ça. Merci à l'existence pour tout. Et évidemment, toutes les personnes, celles qui ont aimé, celles qui ont aimé beaucoup, quelquefois trop, quelquefois pas assez, celles qui ont détesté, tout a son sens, tout est apprentissage. Donc merci à l'existence, merci au vivant, à ce qui se manifeste, ce qui est vivant. Merci aux arbres, évidemment, parce qu'ils la nature, les arbres m'ont rassuré, m'ont protégé, m'ont aidé, m'ont aimé tout le temps. Merci merci aux vivants et à toutes les composantes du vivant, et même aux imperfections. Super. Merci beaucoup. Merci Charlotte, merci à toi. C'est très agréable. C'est super, tu as une belle connaissance, une belle énergie aussi dans l'échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En discutant encore quelques minutes avec Vincent, il m'a raconté que l'un de ses deux associés, dans l'association dont il nous a parlé, n'est autre que son ami qui l'avait incité à s'inscrire dans la chorale au Burundi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens pour en savoir plus sur le blog pourquoipasmoi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.